Chères étudiantes et étudiants, bonjour, toujours dans le grand volet de l'angiologie, nous allons aborder aujourd'hui le troisième chapitre de ce grand volet, qui est les veines des mammifères domestiques. Par leurs plus fines racines, les veines font suite aux artères et aux capillaires. Elles ramènent au cœur sous basse pression, le sang provenant de tous les organes de l'organisme. Contrairement aux artères qui sont des vaisseaux centrifuges, qui chassent le sang du cœur vers tout l'organisme, les veines sont des vaisseaux centripètes. Cela veut dire qu'ils ramènent le sang distribué par les artères vers le cœur. Au niveau histologique ou structural, les capillaires assurent l'échange ou la liaison entre les deux types de vaisseaux, artères et veines. Les veines sont organisées comme les artères en deux systèmes séparés. Le premier appartient à la petite circulation et implique les poumons et le cœur. Une fois oxygéné au niveau des alvéoles pulmonaires, le sang revient des poumons vers l'atrium gauche. Les vaisseaux qui le transportent vers ce dernier sont communément appelés veines pulmonaires ou veines de la petite circulation. Dans le second système, les veines de la grande circulation ramènent vers l'atrium droit le sang distribué par l'aorte. Ce retour veineux s'effectue par 2, voire 3 gros troncs veineux, la veine cave crâniale, double dans certaines espèces, la veine cave caudale et les veines du cœur. Contrairement aux artères qui sont des vaisseaux centrifuges, qui chassent le sang du cœur vers tout l'organisme, les veines sont des vaisseaux centripètes. Cela veut dire qu'ils ramènent le sang distribué par les artères vers le cœur. Au niveau histologique ou structural, les capillaires assurent l'échange ou la liaison entre les deux types de vaisseaux, artères et veines. Les veines sont organisées comme les artères en deux systèmes séparés. Le premier appartient à la petite circulation et implique les poumons et le cœur. Une fois oxygéné au niveau des alvéoles pulmonaires, le sang revient des poumons vers l'atrium gauche. Les vaisseaux qui le transportent vers ce dernier sont communément appelés veines pulmonaires ou veines de la petite circulation. Dans le second système, les veines de la grande circulation ramènent vers l'atrium droit le sang distribué par l'aorte. Ce retour veineux s'effectue par 2, voire 3 gros troncs veineux, la veine cave crâniale, double dans certaines espèces, la veine cave caudale et les veines du cœur. Les veines de la grande circulation sont réparties en 2 grands réseaux communicants, l'un profond et l'autre superficiel. Les veines profondes sont de loin les plus importantes et les plus nombreuses, elles sont pour la plupart satellites des artères et partagent donc leur rapport. Seule, la veine cave caudale n'a pas, entre le diaphragme et le foie, puis dans le thorax, d'équivalent artériel. Les membres, les artères principales sont souvent accompagnées par 2, voire 3 veines anastomosées entre elles. Dans les veines superficielles ou sous-cutanées n'ont pour la plupart pas d'équivalent artériel, mais les plus grosses sont souvent satellites de rameaux nerveux. Par leurs anastomoses avec les veines profondes, elles permettent une dérivation de ces dernières en cas d'obstacle. On parlera alors de veines communicantes lorsque l'anastomose est réalisée entre 2 veines superficielles et de veines perforantes, lorsque celle-ci assure l'anastomose entre l'étage superficiel et profond. Les veines superficielles sont explorables et facilement accessibles sur le sujet vivant, ce qui est mis à profit pour les prélèvements de sang, les injections, voire l'introduction de sondes. Les veines de calibre moyen ou petit sont souvent flexueuses et leur sinuosité s'accentue avec l'âge. Par contre, les plus grosses veines sont à peu près rectilignes, le système veineux est ainsi 4 fois plus dense ou capace que celui des artères. En d'autres termes, on parlera en moyenne de 4 veines pour chaque artère de l'organisme. L'animation que vous avez sous les yeux a pour but d'illustrer 3 caractéristiques propres aux veines. En effet, les veines ont une paroi mince, dépressible et d'aspect fibreux. À l'état de vacuité, elles sont flasques, plus ou moins aplaties. Dans la réplétion, elles tendent à être cylindriques et se moulent sur les organes voisins. Du point de vue histologique, la paroi des veines comporte comme celle des artères 3 tuniques. La tunique interne ou intima, aussi qualifiée d'endoveine, est un endothélium continu qui repose sur une mince lame basale doublée d'une très fine couche de fibres collagène longitudinales. La tunique moyenne ou média est plus mince que dans les artères. Elle est constituée d'une ou plusieurs couches de fibres musculaires lisses doublées extérieurement de fibres collagène et élastiques. La tunique externe ou adventice n'est qu'une enveloppe conjonctive riche en fibres collagène et élastiques. Distendues, les veines ont le plus souvent un aspect noueux, avec des parties renflées que séparent des rétrécissements annulaires déterminés par la présence interne de valvules. Ces valvules sont disposées par paires et sont qualifiées le plus souvent de valvules géminées. Toutes les veines ne sont pas valvulées, les veines pulmonaires dans tout leur trajet, les petites veines périphériques et les veines caves elles-mêmes sont totalement dépourvues de valvules. Celles-ci sont, dans la plupart des espèces, rudimentaires ou absentes dans le système de la veine porte et peu développées dans les veines azygos.
Elles sont au contraire nombreuses, fortes et complètes dans les veines des membres, où le sang circule contre la pesanteur. Selon leur emplacement, on reconnaît deux types de valvules, les valvules pariétales, situées sur un point quelconque de la paroi veineuse, et les valvules ostiales, qui sont beaucoup moins nombreuses et placées à l'orifice même d'abouchement d'une veine dans une autre veine. Sur cette animation, nous pouvons observer une des valves de la veine poplitée située au niveau du membre pelvien. Cette valvule va s'ouvrir et se fermer pendant la circulation sanguine et empêcher le reflux sanguin dans le sens inverse. Sur cette seconde animation, nous pouvons observer en direct la fonction de la valvule qui empêche le premier volume sanguin de revenir dans le sens inverse. Ainsi, l'arrivée du deuxième volume sanguin propulsera le premier volume vers l'avant. Le fonctionnement de la valve n'est pas passif, celle-ci s'ouvre lorsqu'il y a une contraction des muscles avoisinants et des artères et se referme lorsque ces mêmes muscles se relâchent. Il arrive parfois que ce mécanisme dysfonctionne, le volume sanguin reste alors sur place et n'avance plus. La veine gonfle et on parlera dans ce cas là de varice ou de varicose. And perforator veins in the leg. The deep veins run between the muscles of the legs. Contractions of these muscles, when you move your legs and ankles, help to squeeze the blood back up towards your heart. Veins also have valves that prevent the blood from flowing back towards your feet. Here we show a valve and the muscles around the vein. Varicose veins are thought to develop when the valves don't close properly. Here we show a valve in a superficial leg vein. If the valves don't work properly, the blood is able to flow backwards. Blood pools in the vein, causing the vein to stretch. This is called a varicose vein. Here we show a vein that has become varicose. Here we show a varicose vein in the lower leg. Varicose veins may cause symptoms such as aching, itchiness, or swelling of the ankles. However, often they don't cause any symptoms. The main problem is usually their appearance. This is the end of the animation. Click on the animation screen to watch it again. Nous allons maintenant nous intéresser à la structure de l'arbre veineux et au cours du sang dans les veines. Le système veineux prend naissance par d'innombrables vénules postcapillaires qui, comme leur nom l'indique, font directement suite au réseau capillaire. Ces très grêles vaisseaux, confluent sur des vénules collectrices, qui font transition vers les veines proprement dites. L'ensemble vénules postcapillaires et vénules collectrices forment la racine de la veine. Le calibre des veines va toujours du plus petit au plus gros. Il en résulte que la vitesse du sang augmente en approchant du cœur. Les plus grosses veines sont satellites des artères et se partagent les mêmes noms. Comme les artères qui se distribuent par des branches collatérales et terminales, les veines, dont le sang circule en sens inverse, commencent par des racines et reçoivent des affluents. Les anastomoses veineuses sont plus nombreuses que celles des artères. Les anastomoses artério-veineuses sont exceptionnelles sur les vaisseaux de moyen calibre ou de gros calibre. Elles sont par contre normales entre vaisseaux de très petit calibre et leur existence, notée dans de nombreux organes, permet l'adaptation de la microcirculation locale aux variations des besoins fonctionnels, exemple de la rate. Nous allons maintenant détailler chaque tronc à part, afin de faciliter la compréhension du drainage de chaque segment du corps animal. Les veines pulmonaires servent au drainage du sang hématosé. Leur organisation reflète celle des poumons. Le sang est drainé à partir des 4 niveaux structurels pulmonaires: sous-segments, segments, lobules et lobes. Les veines lobaires sont elles qui constituent les veines pulmonaires proprement dites. Les veines pulmonaires sont satellites des bronches lobaires et des artères. Le trajet extrapulmonaire des collecteurs terminaux est pratiquement nul chez les ongulés. Le poumon adhère au péricarde et les veines perforent immédiatement celui-ci pour déboucher au plafond de l'atrium gauche. Les veines pulmonaires constituent 3 groupes chez les ongulés. Les veines lobaires caudales des 2 poumons forment un court et volumineux tronc médian qui s'abouche à la face caudale de l'atrium gauche. Les veines lobaires crâniales et moyennes se portent à la partie crâniale et latérale de l'atrium gauche. Le domaine d'une veine correspond aux zones anatomiques drainées ou couvertes par celle-ci. En d'autres termes, cela signifie les régions anatomiques dont est responsable cette veine. Chez le lapin,
Comme chez beaucoup d'autres mammifères, il existe deux veines caves crâniales, une droite et une gauche. La veine cave crâniale est un tronc volumineux, étendu depuis l'ouverture crâniale du thorax, jusqu'au plafond de l'atrium droit. Elle draine le sang distribué par le tronc brachiocéphalique et par les artères segmentaires thoraciques, voire lombaires. Les racines de la veine cave crâniale drainent donc respectivement la tête et le cou d'une part, les membres thoraciques d'autre part. La veine cave crâniale se constitue par la confluence de 4 grosses veines, les 2 veines subclavières et les 2 brèves trombis jugulaires, qui résument de chaque côté les 2 veines jugulaires externes et internes, exemple du bovin, ou à défaut par les 2 veines subclavières et les 2 veines jugulaires externes, exemple du cheval. Afin de suivre le cours, vous pouvez consulter les planches indiquées sous forme de briques en couleur, avec le numéro de la planche. Nous allons maintenant détailler les affluents de la veine cave crâniale. Chez le cheval, ils sont au nombre de 5. La veine thoracique interne. Ses racines reproduisent presque exactement la disposition des artères du même nom. La veine vertébrale. Elle collecte les veines segmentaires du cou et est richement anastomosée à ses voisines. Elle draine le sang des muscles profonds du cou, des vertèbres, des méninges et de la moelle épinière cervicale. La veine cervicale profonde et la veine costo-cervicale. Et enfin la veine azygos droite. Cette veine est ainsi nommée parce que dans beaucoup d'espèces, dont l'homme, les carnivores, les équidés et le lapin, elle n'a pas d'homologue ou d'équivalent gauche. C'est un vaisseau relativement volumineux qui commence en regard des premières vertèbres lombaires où s'établit souvent une communication avec la veine cave caudale. Chez les bovins, on retrouve à peu près les mêmes affluents. Néanmoins, en comparant ces affluents à ceux du cheval, nous pouvons remarquer que les veines vertébrales et cervicales profondes fusionnent pour constituer la veine costo-cervicale. Cette dernière a un calibre inférieur à celui de la veine thoracique interne, qui constitue chez le bovin l'affluent majeur. Comme nous l'avons précisé précédemment, la veine azygos est impaire chez la plupart des mammifères. Selon les espèces, c'est la droite ou la gauche qui persiste. Chez les équidés, par exemple, c'est la veine azygos droite qui persiste. Par contre, chez les petits ruminants, on retrouve la veine azygos gauche, encore appelée veine hémiazygos, qui est longue et volumineuse. Les affluents et racines de la veine azygos droite sont surtout pariétaux. Les premiers sont les veines segmentaires de la plus grande partie du thorax, 11 à 12 dernières veines intercostales dorsales, et d'une partie de l'abdomen, veine costo-abdominale et première veine lombaire. Pour ce qui est des ruminants, les racines de la veine azygos droite sont aussi pariétales, et elles diffèrent d'une espèce à une autre. Chez les bovins, les racines sont représentées par la 6e et 7e veine intercostale dorsale droite. Chez les petits ruminants, ce sont les 2, ou parfois les 3 premières paires de veines lombaires, qui donnent naissance à la veine azygos gauche. À l'exception de celui d'une partie des régions cervicales moyennes et dorsales, le sang de la tête et du cou est en principe drainé de chaque côté par 2 veines jugulaires, internes et externes. La jugulaire interne reçoit chez l'embryon les veines de l'encéphale. De ces dernières se différencient bientôt les sinus de la dure mère, développés avec cette méninge, et qui en deviennent les collecteurs. Ces sinus seront abordés dans les prochaines diapositives. L'ensemble constitue la partie la plus primitive et fonctionnellement la plus importante des veines de la tête. La veine jugulaire interne, initialement alimentée par les sinus de la dure mère, reste prépondérante dans les types mammaliens primitifs et aussi en raison du grand développement cérébral. Suivant l'ordre topographique, nous décrirons d'abord la veine jugulaire externe, en commençant par ses racines, puis les sinus de la dure mère, et enfin la veine jugulaire interne. Comme nous l'avons vu précédemment, les veines jugulaires sont l'une des racines de la veine cave crâniale. Elles collectent le sang de la tête et de la plus grande partie du cou. Anatomiquement, il existe 2 veines jugulaires de chaque côté, l'une interne ou profonde, et l'autre externe ou superficielle. La jugulaire interne draine l'encéphale et les méninges, tandis que l'externe collecte le sang de la face, des régions externes du crâne et des régions ventrales et moyennes du cou. La veine jugulaire interne est grêle chez les ruminants et fait complètement défaut, donc absente chez les équidés. Nous passons maintenant au domaine de la veine jugulaire externe. La veine jugulaire externe assure le drainage sanguin de la face et des régions externes du crâne, ainsi que d'une partie de la région ventrale du cou. Chez les mammifères domestiques, elle s'annexe en outre une partie, voire la totalité du territoire de la veine jugulaire interne, comme chez les équidés et les petits ruminants. Ainsi, son développement est inverse de celui de cette dernière. Volumineuse chez tous ces animaux, elle est au contraire de faible calibre chez l'homme.
Chez tous les mammifères domestiques, elle commence en haut du cou, sur le côté de la région laryngée, par deux racines qui se joignent à angle aigu, les veines lyngofaciales et rétromandibulaires, par lesquelles commencera la description. Elle descend ensuite en situation sous-cutanée, puis plus profonde, jusqu'à l'entrée de la poitrine, où elle donne racine à la veine cave crâniale, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une veine brachiocéphalique. La connaissance de la topographie de la veine jugulaire externe est primordiale quand il s'agit d'administrer un produit par voie intraveineuse. Chez les bovins, le procédé commence toujours par une aseptisation de la zone de ponction. Celle-ci est réalisée avec un coton imbibé d'alcool. L'aiguille est ensuite introduite dans le sens opposé du retour veineux. Il ne faut pas oublier que la veine est élastique, ce qui implique de bien maintenir l'aiguille en place une fois que le sens commence à arriver. Une fois l'injection réalisée, il faut toujours appliquer un point de compression sur le site de l'injection. Swabs. Go ahead and swab the area that you're going to use. Make sure it's sterile. I guess we'll just put these here. And then you're going to have to actually hold off and you'll see it pulse up. Okay. All right, Emily. Feels so weird. And there you have it. Good job, Louis. Outre de nombreuses petites veines musculaires, trachéales, œsophagiennes et éventuellement thymiques, la jugulaire externe reçoit quelques affluents plus volumineux, dont la liste varie d'une espèce à l'autre. Nous citerons les veines thyroïdiennes crâniales, thyroïdiennes moyennes, céphaliques et cervicales superficielles. Ces deux dernières seules étant à peu près constantes. La veine thyroïdienne crâniale est observée chez les équidés et les petits ruminants. Chez les bovins, cette veine appartient au domaine de la veine jugulaire interne. De la même manière, la veine thyroïdienne moyenne est rencontrée chez les petits ruminants, alors que chez les bovins, elle appartient au domaine de la veine jugulaire interne. La veine céphalique, quant à elle, représente chez tous les mammifères la principale veine superficielle du membre thoracique. Pour rappel, la veine jugulaire externe possède deux racines, la veine lyngofaciale et la veine rétromandibulaire. Nous allons commencer par la première racine, qui est la veine lyngofaciale. C'est une veine superficielle, qui n'est pas satellite de l'artère homonyme, plus profonde dans les espèces où elle existe. Elle se constitue au voisinage de l'angle de la mâchoire par la confluence des veines faciales et linguales, et se porte en direction codo-ventrale, au bord ventral de la glande mandibulaire, pour rejoindre la veine rétromandibulaire. La veine faciale est relativement longue et volumineuse, elle est en grande partie satellite de l'artère homonyme. Elle draine le sang des régions superficielles de la face et d'une grande partie de l'orbite.
La plupart des affluents sont au moins en partie satellites d'artères homonymes. D'autres sont isolés, mais établissent des anastomoses remarquables avec les veines profondes. Les niveaux de leurs embouchures étant variables, nous les classerons pour plus de commodité en 2 séries, ceux du bord rostral et ceux du bord caudal. Afin de ne pas encombrer le cours, nous avons choisi de ne pas trop détailler ces affluents. Toutefois, ils restent consultables sur les prochaines diapositives. La veine linguale, qui est très flexueuse, n'est pas satellite de l'artère homonyme. Seules, ses racines et une partie de ses affluents accompagnent les divisions de l'artère linguale. Chez les mammifères domestiques, elle fait suite à la veine profonde de la langue. Sous la base de la langue, la veine linguale reçoit, selon des modalités variables avec l'espèce, la veine sublinguale et la veine submentale, qui provient de la face ventrale du menton. Cette dernière veine aboutit isolément à la linguale chez le chat, alors qu'elle rejoint la sublinguale chez le cheval et le mouton. La veine rétromandibulaire est un vaisseau volumineux qui draine les régions externes du crâne, l'oreille, le pharynx et la région parotidienne. Ses racines reçoivent aussi le sang des sinus de la dure mère, quand la veine jugulaire interne est réduite ou absente. Elle se constitue entre la base de l'oreille et la branche de la mandibule, non loin du col de cet os, par 2 racines qui sont les veines maxillaires et temporales superficielles. Elle descend ensuite à la face profonde de la glande parotide. Chez tous les mammifères domestiques, elle reste simple et s'unit à la veine lingofaciale pour former la veine jugulaire externe. À la veine rétromandibulaire arrivent, outre de multiples petites veines parotidiennes, la veine auriculaire caudale et des affluents particuliers à certaines espèces, veine massétérique ventrale chez les équidés et les ruminants, et occipitale chez les équidés. La veine auriculaire caudale commence à la face caudale de la base de l'oreille et se constitue par l'union de 3 veines chez les bovins, la stylomastoïdienne, l'auriculaire latérale et la veine auriculaire profonde. Chez les bovins, la veine occipitale dépendra du domaine de la veine jugulaire interne et non pas de la jugulaire externe. La veine maxillaire est la racine rostrale et profonde de la veine rétromandibulaire. Elle tire origine d'un important plexus développé autour des muscles ptérygoïdiens et passe entre la branche de la mandibule et le muscle ptérygoïdien médial. Contre le col de la mandibule, elle se porte en direction ventrocaudale, puis latérale et rejoint sous la glande parotide la veine temporale superficielle. Un important et incroyable réseau anastomotique va s'établir entre les affluents de cette veine qui vont s'organiser sous forme d'un plexus appelé le plexus ptérygoïdien. Ce dernier va s'anastomoser à la veine faciale via les veines buccales et profondes de la face. Par la voie du plexus ptérygoïdien, la veine maxillaire reçoit de nombreux affluents, dont la disposition varie beaucoup selon les espèces. Nous n'en citerons ici que les principaux. Les veines palatines drainent le palais mou et son plexus. Les veines pharyngiennes qui sont voisines ou tributaires des précédentes. À ces veines s'ajoute chez les équidés un fort affluent lingual, improprement qualifié d'affluent sublingual. La veine alvéolaire inférieure, satellite de l'artère dans le canal mandibulaire. Les veines temporales profondes drainent la fosse temporale, et en particulier le muscle temporal. La veine massétérique, satellite de l'artère, elle croît l'incisure mandibulaire pour s'anastomoser, sous et dans le muscle massété avec les veines du voisinage, en particulier, chez les équidés et les ruminants, avec la massétérique ventrale. Les veines ptérygoïdiennes drainent les muscles du même nom. Elles s'anastomosent entre elles, et avec leurs voisines. Leurs embouchures sont échelonnées sur le trajet du plexus. Les veines articulaires temporomandibulaires, grêles et multiples, forment un plexus autour de l'articulation. La veine temporale superficielle est la racine dorsocaudale et superficielle de la veine rétromandibulaire. Satellite de l'artère homonyme, elle draine la peau et les muscles superficiels de la région pariéto-temporale et la partie rostrale de l'oreille externe. 2 affluents seulement ont quelque importance, les veines auriculaires rostrales et transverses de la face. La disposition des racines varie beaucoup d'une espèce à l'autre. Citons seulement, chez le chat, l'existence d'un fort rameau anastomotique pour le plexus ophtalmique. Chez les ruminants, la continuité avec la veine ophtalmique externe dorsale, racine rejointe dans les races pourvues de cornes par une veine cornuale. Avant de poursuivre avec les sinus de la dure mère, nous devons tout d'abord définir ce qu'est la dure mère. Cette dernière fait partie des méninges qui sont les membranes qui enveloppent le système nerveux central, encéphale et moelle épinière, la portion intracrânienne des nerfs crâniens et les racines des nerfs spinaux. De la surface vers la profondeur, on distingue 3 méninges, la dure mère, l'arachnoïde et l'apimère. In this installment, I will discuss the meninges.
The term meninges comes from the Greek for membrane and refers to three membranes that surround the brain and the spinal cord: the dura mater, the arachnoid mater, and the pia mater. The meninges protect and provide structural support for the brain as well as contain cerebrospinal fluid. The outermost layer of the meninges is the dura mater, which literally means hard mother. This thick and tough layer adheres to the skull on one side and the arachnoid mater on the other side. The dura provides the brain and spinal cord with an extra protective layer, attaches the brain to the skull and the spinal cord to the vertebral column to keep them from being jostled around, and provides a system of venous drainage through which blood can leave the brain. The arachnoid mater gets its name because it has the consistency and appearance of a cobweb. It is much less substantial than the dura. Strands of connective tissue called arachnoid trabeculi stretch between the arachnoid and pia mater. These help to suspend the brain in place. Between the arachnoid and pia mater, there is also an area known as the subarachnoid space, which is filled with cerebrospinal fluid. The pia mater is a thin layer that closely follows the contours of the brain. It forms a tight membrane around the brain and spinal cord, acting as an additional barrier and aiding in the secretion and containment of cerebrospinal fluid. Blood vessels are held against the pia mater by connective tissue before they penetrate the brain. There is a space between the dura of the spinal cord and the bone of the vertebral column known as the epidural space. Analgesics and anesthesia are sometimes administered here. Also, the dura and arachnoid mater extend several vertebrae below the end of the spinal cord, creating a cerebrospinal fluid-filled area called the lumbar cistern, where there is no spinal cord present. Cerebrospinal fluid can be withdrawn from here because a needle can be inserted with little risk of damaging the spinal cord. Thus, the lumbar cistern is the site where cerebrospinal fluid is aspirated in a lumbar puncture, also known as a spinal tap. This is done, for example, to diagnose meningitis, a potentially life-threatening inflammation of the meninges. Les sinus de la dure mère sont des veines irrégulières, non valvulées et toujours béantes, creusées dans l'épaisseur de la dure mère, ou entre celle-ci et les os du crâne, voire dans ces derniers mêmes. Leurs parois comportent deux couches, une interne et mince, simple intima veineux tapissé par l'endothélium et prolongé à la surface de toutes les formations qui traversent la cavité, l'autre plus forte et fibreuse, de nature durale. Intercommuniquant, ces sinus drainent les veines de l'encéphale, ainsi que les veines venant de la paroi du crâne. Ils délèguent à travers les trous ou conduits de cette paroi des veines émissaires par lesquelles leur sang passe, dans les racines de l'une ou l'autre des veines jugulaires. Leur topographie permet de les classer en deux groupes, l'un dorsal et l'autre ventral. Le groupe dorsal, encore qualifié de sinus de la voûte, draine la quasi-totalité des veines de l'encéphale. Il comporte deux sinus principaux, le sinus sagittal dorsal et le sinus transverse. Le premier reçoit à son extrémité caudale le sinus rectus, également impair, qui continue la grande veine cérébrale, et auquel aboutit en outre dans certaines espèces, un grêle sinus sagittal ventral. Le second représente, de chaque côté, une des branches de bifurcation du sinus sagittal dorsal. Son extrémité latérale se divise à son tour en un sinus sigmoïde et un sinus temporal, qui le prolonge jusqu'à la base du crâne. Quelques espèces ne possèdent qu'un seul de ces deux derniers sinus. Au sinus transverse sont en outre annexés des sinus plus petits et variables, sinus pétrodorsal, et chez l'homme, sinus occipital. La cavité du sinus sagittal dorsal est souvent traversée par des brides ou des lames fibreuses revêtues par une endoveine. Elle délègue d'autre part de chaque côté, dans la profondeur de la dure mère, 5 ou 6 brefs culs-de-sac, qui grandissent avec l'âge, et dans lesquels se projettent souvent des granulations arachnoïdiennes. Ce sont les lacunes latérales, où débouchent les plus grosses veines cérébrales dorsales. Dans son trajet, le sinus sagittal dorsal reçoit en effet la série des veines cérébrales dorsales, qui drainent la surface de la moitié dorsale des hémisphères cérébraux. Le groupe ventral, encore appelé sinus de la base du crâne, est logé sur le plancher du crâne. Il en comporte 3 longitudinaux de chaque côté, dans le sens rostrocaudal, les sinus caverneux, pétreventral et basilaire. Les veines émissaires sont de brefs segments veineux, qui traversent les divers orifices de la paroi du crâne, pour unir les sinus de la dure mère aux premières racines des veines jugulaires. Ce sont en principe des voies d'évacuation du sang, mais certaines sont au contraire des affluents des sinus. Leur nombre et leur disposition varient beaucoup selon l'espèce. La veine jugulaire interne est la voie primitive de drainage du sang de l'encéphale et des parois du crâne. Elle présente à ce titre un développement remarquable chez l'homme et les primates, où elle capte même certains affluents de la veine jugulaire externe, faibles dans ces espèces. Chez les animaux domestiques, comme dans la plupart des mammifères, la jugulaire interne est beaucoup plus faible que l'externe. Elle y fait défaut chez le mouton, la chèvre et habituellement chez le cheval.
Chez les bovins, la veine jugulaire interne est rejointe par trois principaux affluents, la veine occipitale, la veine thyroïdienne crâniale et la veine thyroïdienne moyenne. Chez les carnivores et le lapin, un troisième affluent rejoint les trois premiers. Il s'agit de la veine satellite de la carotide externe. Nous passons maintenant aux veines du membre thoracique. Ces veines présentent une particularité assez remarquable, qui est celle de ramener le sang dans le sens opposé de la gravité. Nous rappelons ici que la présence des valvules contribue énormément à cette fonction. Le sang du membre thoracique possède deux voies de retour, l'une profonde et l'autre superficielle. Ces deux voies procèdent toutes les deux des veines de la main et communiquent entre elles au voisinage de chaque articulation. Les veines profondes accompagnent en général les artères, dont elles répètent à peu près la disposition. Elles aboutissent à la veine subclavière, qui forme, directement ou par l'intermédiaire d'une veine brachiocéphalique, l'une des racines de la veine cave crâniale. Les veines superficielles sont moins nombreuses, mais en général volumineuses. Elles ont pour collecteur principal, voire unique, la veine céphalique, qui aboutit à la partie caudale de la veine jugulaire externe, ou à la veine subclavière. Comme les artères, les veines de la main sont disposées en deux groupes, l'un dorsal et l'autre palmaire. Chacun de ceux-ci est simple au niveau des doigts et se complique en direction du carpe. Contrairement à celui des artères, le réseau dorsal est en général le plus développé. Il tend toutefois à régresser chez les ongulés et il n'est plus que vestigial chez les équidés. Chez la plupart des espèces, chaque doigt comprend 4 veines, 2 veines digitales propres dorsales, qui sont vestigiales chez les bovins, et réduites chez les équidés et 2 veines digitales propres palmaires, qui sont les plus importantes chez les ongulés. Chez le cheval, la face dorsale du doigt est dépourvue de veines qui lui soient propres. Elle est drainée par les affluents dorsaux des veines digitales palmaires. Il n'y a pas non plus de veine dorsale dans le métacarpe. Il n'y a que 2 veines digitales propres, médiales et latérales, qui sont palmaires et volumineuses. Toute cette organisation est résumée par le réseau sous-ongulé et sa veine coronale, qui sont logées dans le derme du sabot. Chez le chien, les veines de la main sont d'importance à peu près égale sur la face dorsale et sur la face palmaire, qui s'échangent des anastomoses via les veines interdigitales. Les veines digitales propres dorsales commencent sur les côtés des phalanges distales par des racines, qui en s'unissant entre doigts adjacents près des articulations métacarpo-phalangiennes, donnent naissance à 4 veines digitales communes dorsales. De ces dernières, celles qui correspondent aux espaces interdigitaux 3 et 4 s'unissent à mi-hauteur du métacarpe et leur tronc commun est rejoint un peu plus haut par celle de l'espace 2 pour donner la veine céphalique accessoire. Sur la face palmaire, les veines digitales propres palmaires, parfois doubles, commencent dans chaque doigt en suivant les artères homonymes. Elles échangent des anastomoses entre elles et avec leurs homologues dorsales. Près des articulations métacarpo-phalangiennes, elles s'unissent entre doigts adjacents pour donner de très courtes veines digitales communes palmaires qui aboutissent, à la partie distale du métacarpe, à l'arcade palmaire superficielle. Chacune de ces veines communique avec son homologue dorsal par une veine interdigitale. Certaines d'entre elles font souvent défaut, les veines digitales propres palmaires allant directement à l'arcade. La veine interdigitale provient alors d'une de ces dernières. L'arcade palmaire superficielle, distale, se continue médialement par la racine principale de la veine céphalique et latéralement par la racine palmaire de la veine interosseux palmaire. Elle est habituellement doublée par une autre anastomose transversale entre ces veines, l'arcade palmaire superficielle proximale, satellite de l'arcade artérielle palmaire superficielle, vers le milieu ou le tiers proximal du métacarpe. Les veines métacarpiennes palmaires, à peine moins grêles que les dorsales, prennent naissance sur les digitales communes palmaires ou sur l'arcade palmaire superficielle. Généralement anastomosées entre elles près de leur origine en un rudiment d'arcade palmaire profonde distale, elles accompagnent les artères homonymes entre les muscles interosseux, délèguent les rameaux perforants distaux et proximaux aux veines dorsales et aboutissent à l'arcade palmaire profonde. Située contre l'extrémité proximale des os métacarpiens, cette dernière est drainée latéralement par la racine palmaire de la veine interosseuse palmaire et s'ouvre à l'extrémité opposée dans la veine céphalique. À partir du carpe, les veines du membre thoracique vont s'organiser pour former 2 voies de retour, l'une superficielle et l'autre profonde. Ces veines drainent surtout la main et leur volume est presque constant du début à la racine du membre. Il existe 2 veines superficielles, l'une monte à la face dorsale du membre, c'est la veine céphalique, qui provient du réseau dorsal de la main. L'autre est caudale, et draine le réseau palmaire de la main, c'est la veine basilique, cette dernière n'est pas décrite en anatomie vétérinaire, elle semble être représentée par la veine brachiale superficielle, décrite chez les carnivores.
Les veines superficielles du membre sont essentiellement tributaires de la veine céphalique. Sur son trajet, cette veine reçoit ou émet les veines suivantes. 1. La veine céphalique accessoire, qui naît de la confluence des veines digitales communes dorsales. 2. De multiples veines des tissus sous-cutanés et des fascias de l'avant-bras. 3. Au-dessus du pli du coude, la veine médiane du coude, qui forme avec la veine brachiale superficielle, décrite plus loin, une sorte d'arcade devant la partie distale du muscle biceps brachial, arcade qui se raccorde à angle aigu à la veine céphalique et par son autre extrémité à la veine brachiale. 4. La veine axillobrachiale, forte anastomose formant la branche dorso-caudale de la bifurcation mentionnée plus haut. Cette branche passe entre le triceps brachial et l'humérus pour rejoindre la veine circonflexe caudale de l'humérus, affluent de la subscapulaire, ou directement la veine axillaire. Au bord caudal du muscle deltoïde, elle émet la veine homobrachiale, qui croise en surface la partie distale de ce muscle pour rejoindre la veine jugulaire externe, un peu crânialement à la veine céphalique. Les veines profondes du membre répètent la disposition des artères. Dans l'avant-bras, la veine principale est représentée par la veine médiane, qui commence par la jonction de deux racines. Cette veine est divisée en 2 ou 3 branches anastomosées entre elles le long de l'artère. La veine médiane, grêle et plexiforme, prend naissance sur l'arcade palmaire superficielle et accompagne jusqu'au cou de l'artère homonyme. Elle est renforcée à la partie proximale de l'avant-bras par l'apport de la veine radiale distale. Quelques millimètres plus haut arrive la veine interosseuse commune. La veine médiane reçoit encore des rameaux musculaires représentant la veine profonde de l'avant-bras et s'unit enfin médialement au coude à la veine radiale proximale ou transverse du coude. La veine brachiale est simple. Elle longe le bord dorso-caudal de l'artère homonyme. Le premier de ses affluents est particulier au carnivore, c'est la veine brachiale superficielle. Satellite de l'artère du même nom, celle-ci collecte à la partie proximo-dorsale de l'avant-bras. Elle reçoit à ce niveau la veine médiane du coude, que lui délègue la veine céphalique, puis rejoint la veine brachiale juste au-dessus de la radiale proximale. Vers le quart distal de l'humérus se termine au bord caudal de la veine brachiale la veine collatérale ulnaire. À l'opposé, et un peu plus haut débouche la veine bicipitale puis, vers le milieu du bras et caudalement, la veine profonde du bras, souvent double et parfois rejointe par la veine collatérale radiale. La veine circonflexe crâniale de l'humérus est quelquefois double. Elle peut aboutir à la subscapulaire, ou, plus rarement, à la circonflexe caudale de l'humérus. Enfin, chez le bovin, on retrouve un dernier affluent, qui est la veine thoracodorsale. La veine brachiale est simple. Elle longe le bord dorso-caudal de l'artère homonyme. Le premier de ces affluents est particulier au carnivore, c'est la veine brachiale superficielle. Satellite de l'artère du même nom, celle-ci collecte à la partie proximo-dorsale de l'avant-bras. Elle reçoit à ce niveau la veine médiane du coude, que lui délègue la veine céphalique, puis rejoint la veine brachiale juste au-dessus de la radiale proximale. Vers le quart distal de l'humérus se termine au bord caudal de la veine brachiale la veine collatérale ulnaire. À l'opposé, et un peu plus haut débouche la veine bicipitale puis, vers le milieu du bras et caudalement, la veine profonde du bras, souvent double et parfois rejointe par la veine collatérale radiale. La veine circonflexe crâniale de l'humérus est quelquefois double. Elle peut aboutir à la subscapulaire, ou, plus rarement, à la circonflexe caudale de l'humérus. Enfin, chez le bovin, on retrouve un dernier affluent, qui est la veine thoracodorsale. La veine axillaire suit le bord ventral de l'artère, mais il peut arriver qu'elle soit dédoublée sur une partie de son trajet, les 2 divisions encadrant l'artère. La veine subscapulaire est parfois double. Elle est anastomosée à la suprascapulaire, qui va chez les carnivores à la cervicale superficielle, par la veine circonflexe de la scapula. Tout près de la veine subscapulaire, et souvent par son intermédiaire, la veine axillaire reçoit en premier la veine axillobrachiale, déjà décrite, qui lui vient de la céphalique. Puis, elle reçoit la veine thoracique latérale, qui aboutit à la veine axillaire en regard de la deuxième côte. Il n'y a pas de veine thoracique superficielle chez les carnivores. Celle-ci est observée chez les ruminants. Enfin, elle reçoit les veines thoraciques externes, qui sont au nombre de 3 ou 4. Ces dernières se jettent dans la veine axillaire près de la première côte. Nous passons maintenant au plus gros vaisseau de l'organisme, à savoir la veine cave caudale. Vaisseau le plus volumineux de l'organisme, la veine cave caudale draine le sang de toutes les parties du corps situées caudalement au diaphragme, à l'exception des régions crâniales des parois de l'abdomen. Elle s'étend depuis le détroit crânial du pelvis, jusqu'à la partie caudale de l'atrium droit. La veine cave caudale a pour racine, outre la faible veine sacrale médiane, les veines iliaques internes,
qui drainent le bassin et son contenu, et les veines iliaques externes, dont chacune vient d'un membre pelvien. Elles se constituent au voisinage de la jonction lombo-sacrale sous l'avant-dernière vertèbre lombaire par la confluence de 3 racines. La faible veine sacrale médiane, les veines iliaques internes, qui drainent le bassin et son contenu, et les veines iliaques externes, dont chacune vient d'un membre pelvien. Ces racines convergeant de façon diverse au voisinage de la jonction lombo-sacrale. Ainsi formée, la veine cave caudale accompagne l'aorte abdominale jusqu'au diaphragme, s'engage entre ce muscle et le foie, puis le traverse en son centre, pour atteindre l'atrium droit du cœur après un court trajet thoracique. Dans ce parcours, elle collecte une partie des veines lombaires, celle du diaphragme, et celle des viscères abdominaux, soit directement pour celle des glandes génitales, des reins et du foie, soit indirectement pour celle de l'estomac et de l'intestin. Le sang de ces derniers viscères est conduit au foie par la veine porte et ne rejoint la circulation générale qu'après avoir traversé cet organe. La veine cave caudale est divisible en 3 parties, lombaire, hépatophrénique et thoracique, caractérisées par leur topographie et leur rapport. La partie lombaire est placée à droite de l'aorte abdominale, qu'elle accompagne jusqu'au pilier du diaphragme et au bord dorsal du foie. La partie hépatophrénique est logée dans le ligament coronaire, dont les faisceaux fibreux couvrent ses flancs en se portant du diaphragme au foie. Elle s'imprime profondément dans ce dernier, sillon de la veine cave, qui peut même l'envelopper localement de façon complète, pore, carnivore. Elle aboutit à l'orifice qui lui est propre, foramen de la veine cave, dans le centre tendineux du diaphragme. La partie thoracique est brève. Elle s'étend en droite ligne de cet orifice à la partie caudale de l'atrium droit. Elle est accompagnée latéralement par le nerf phrénique droit. Elle se trouve ainsi logée entre le lobe caudal du poumon droit et le lobe accessoire. Les affluents de la veine cave caudale peuvent être classés en 2 groupes. Le premier est celui des veines pariétales, lombaires, abdominales crâniales chez les carnivores et phréniques, caudales et crâniales. Le groupe des affluents viscéraux comprend les veines testiculaires ou ovariques, rénales et hépatiques. On retiendra que la veine cave caudale ne reçoit rien de l'estomac et de l'intestin et que son segment thoracique est dépourvu d'affluents. Les veines lombaires sont des veines segmentaires de la région lombaire. Elles sont disposées par paires et organisées comme les veines intercostales dorsales. Situées chacune au bord caudal la vertèbre de même rang, elles sont toutefois courtes et ne drainent qu'une petite partie de la paroi abdominale. Chaque veine lombaire passe, avec l'artère homonyme sur le côté du corps vertébral de même rang et veines du côté gauche, sont plus longues que celles de droite. Les veines lombaires n'aboutissent pas toutes à la veine cave caudale. Les 2, voire les 3 premières sont, en fonction des espèces, drainées par les veines azygos ou hémiazygos. À l'opposé, la dernière ou les 2 dernières vont en général à la veine iliaque commune. Le diaphragme possède 2 sortes des veines. 1. Les veines phréniques caudales ne sont pas individualisées chez les équidés et les ruminants. Elles drainent les piliers latéraux du diaphragme et aboutissent à la veine abdominale crâniale chez les carnivores et le lapin voire, parfois chez le chat, à la veine rénale pour le côté gauche. 2. Les veines phréniques crâniales sont au nombre de 2 principales, une droite et une gauche, parfois 3. Elles n'accompagnent généralement aucune artère. La veine testiculaire est une veine paire, dont la disposition varie d'un côté à l'autre, et avec l'espèce. Elle forme dans le cordon testiculaire le plexus pampiniforme. Sauf rare exception, la veine droite aboutit à la veine cave caudale, plus ou moins caudalement à la veine rénale, alors que chez les carnivores, le lapin, l'homme, et parfois les équidés, la gauche rejoint à veine rénale gauche. Toujours beaucoup plus courte, et surtout plus grosse que la précédente, la veine ovarique présente de grandes variations interspécifiques. Elle est rejointe non loin du mésovéum, par un ou plusieurs affluents tubaires, et par l'affluent utérin, beaucoup plus fort, qui représente une voie importante de drainage de l'utérus. Ainsi renforcée, la veine ovarique, beaucoup moins flexueuse que l'artère, s'élève près du bord crânial du mésovarium, et aboutit à la veine cave caudale, ou, à gauche, à la veine rénale, avec les mêmes variations interspécifiques et individuelles que la veine testiculaire. Comme cette dernière, elle reçoit chez les carnivores, de façon inconstante, la veine vésicale crâniale, qui lui parvient par le ligament latéral de la vessie. Pour ce qui est des riens, chaque rein donne issue à une veine rénale très généralement simple et très volumineuse. Celle-ci prend naissance dans le sinus du rein par la confluence de 2 ou 3 grosses racines, qui collectent les veines interlobaires. La veine rénale gauche est toujours nettement plus longue que la droite, car elle croît la face ventrale de l'aorte, alors que le rein droit est directement voisin de la veine cave caudale.
Tout le sang du foie est déversé dans le segment hépatophrénique de la veine cave caudale par les veines hépatiques. Celles-ci, généralement au nombre de 3 principales, sont volumineuses et n'ont aucun trajet libre. Elles s'ouvrent par des orifices béants à la partie ventrale du sillon de la veine cave, dans lequel débouchent aussi de multiples petites veines accessoires. Les 3 veines principales sont dites gauche, droite et intermédiaire ou moyenne, en fonction des territoires qu'elles drainent. On retiendra que la veine cave caudale ne reçoit rien de l'estomac et de l'intestin, et que son segment thoracique est dépourvu d'affluents. Le drainage de la rate et des organes digestifs intra-abdominaux est assuré par la veine porte. La veine porte conduit au foie la totalité du sang provenant des viscères digestifs abdominaux et de la rate. Sa fonction est vitale, le foie régulant l'admission des produits de la digestion dans la circulation générale, dont il assure ainsi la protection, et à laquelle il restitue le sang portal, et celui venu de l'artère hépatique. Par les veines hépatiques, une régulation complémentaire est assurée par la retenue dans le réseau de la veine porte d'une réserve sanguine facilement déchargeable à travers le foie. La veine porte est toujours volumineuse. Elle draine en effet tout le sang apporté aux viscères par les artères cœliaques, mésentériques crâniales et mésentériques caudales, lequel n'a aucune voie directe de retour vers la veine cave caudale. Mais alors que les 2 artères mésentériques possèdent chacune une veine homologue, l'artère cœliaque n'a pas d'équivalent veineux. C'est en effet la veine porte elle-même qui accompagne l'artère hépatique à son entrée dans le foie après avoir reçu les veines spléniques et gastro-duodénales. La veine porte, d'abord voisine de la veine cave caudale, chemine en direction crâniale et un peu vers la droite. Elle passe à la face dorsale du pancréas. À la fin de son trajet, elle arrive ainsi dans la partie dorsale et droite de la porte du foie, où elle est rejointe par l'artère hépatique, avec laquelle elle pénètre dans l'organe dorsalement au conduit cholédoque. Les veines mésentériques caudales et crâniales sont les 2 seules racines véritables de la veine porte. Dans quelques espèces, comme les équidés et l'homme, la veine splénique s'unit à la partie terminale de la mésentérique caudale et prend ainsi l'aspect d'une 3e racine. Elle n'est pourtant, dans presque toutes les espèces, que le premier des affluents de la veine porte et sera donc classée comme telle. Enfin, cette dernière reçoit directement les grêles veines de la vésicule biliaire et dans certaines espèces, des affluents pancréatiques non moins grêles. L'anatomie comparée de la veine mésentérique caudale paraît mal établie. L'unique racine est toujours la très faible veine rectale crâniale. Impaire et satellite de l'artère homonyme, elle ne reçoit qu'un seul affluent, qui est la veine colique moyenne. La veine mésentérique crâniale est, quant à elle, plus volumineuse. Elle répète la disposition de l'artère correspondante et de ses branches, et elle est formée par la confluence de 2 racines, l'une jéjunale et l'autre iléocolique. La veine splénique est le plus volumineux des affluents de la veine porte. Son embouchure est toujours la plus caudale. Elle se termine avec la mésentérique caudale chez les équidés et devient chez l'homme un véritable affluent de cette dernière. Elle a pour racine la veine gastro-épiploïque gauche, laquelle s'anastomose dans le grand omentum à son homologue droit, suit à quelque distance avec l'artère, la grande courbure de l'estomac et passe entre celle-ci et la rate, en regard de laquelle elle devient veine splénique. Cette dernière collecte des affluents spléniques et les veines gastriques courtes de ce côté. Dorsalement à l'estomac, elle reçoit la veine gastrique gauche. Celle-ci draine, outre le fundus, les parties de l'estomac voisines de la petite courbure et s'anastomose près du cardia aux veines de l'ésophage. Chez les ruminants, la veine splénique se renforce par l'apport des veines qui drainent l'estomac. La première de celles-ci est la veine ruminale droite, qui parcourt le sillon droit du rumen, et que double sur une grande partie de son trajet, un faible rameau collatéral. La veine porte reçoit 2 affluents constants, la veine gastrique antérieure, et la veine gastro-duodénale, qui rejoignent la veine porte tout près de sa pénétration dans le foie. En bas de la porte du foie, la veine porte pénètre dans le foie, et se termine par 2 gros rameaux divergents, un droit et un gauche, dont la bifurcation constitue le sinus de la veine porte. Des ramifications vont gagner les espaces interlobulaires, pour constituer un réseau périphérique formé de capillaires sinusoïdes, qui pénètrent dans le lobule hépatique, pour aboutir enfin au lobule centrolobulaire. Le sang revient du membre pelvien par 2 voies, celle des veines profondes, satellites des artères, et celle des veines superficielles, qui sont les 2 veines saphènes latérales et médiales. Ces 2 ordres de vaisseaux prennent ensemble origine dans les veines du pied. Comme celle de la main, les veines du pied forment 2 groupes interconnectés, l'un dorsal et l'autre plantaire, qui répètent à peu près la disposition des artères, mais avec un développement différent.
Dans chaque groupe, les veines digitales propres sont drainées dans le métatarse par des veines superficielles, les veines digitales communes, et des veines profondes, les veines métatarsiennes, dont l'organisation répète le plan déjà décrit pour la main. Ce réseau commence par les veines digitales propres dorsales, une axiale et une abaxiale pour chaque orteil, disposées comme dans la main et anastomosées à leurs homologues plantaires sur les côtés des phalanges. Fortes dans les doigts, ces veines sont faibles ou absentes au côté abaxial des doigts extrêmes. Elles manquent complètement dans le doigt unique des équidés, où elles sont suppléées par les rameaux dorsaux de leurs homologues plantaires. À la racine des doigts, ces veines confluent dans chaque espace interdigital, et donnent naissance aux veines digitales communes dorsales. Chacune de celles-ci communique à son origine même, avec son homologue plantaire par une veine interdigitale puis émet, à la partie distale du métatarse, une veine métatarsienne dorsale, en général de faible calibre. Relativement brèves, les veines digitales communes dorsales s'unissent vers la mi-hauteur du métatarse, pour former la racine crâniale de la veine saphène latérale, racine qui fait défaut chez les équidés, où elle est suppléée par celle de la veine saphène médiale. Chez le chien, la racine médiale est anastomosée à la racine crâniale de la veine saphène médiale. Cet anastomo constitue l'arcade dorsale superficielle. Les veines métatarsiennes dorsales sont très grêles. Elles naissent des digitales communes dorsales et échangent avec leurs homologues plantaires, dans les espaces intermétatarsiens, les rameaux perforants distaux et proximaux. Elles convergent de façon variable à la partie proximale du métatarse et directement chez les ongulés, ou par l'intermédiaire d'une arcade dorsale profonde, et donnent naissance à la veine dorsale du pied. Dans de nombreuses espèces telles que les ruminants, la veine dorsale du pied draine en plus d'une veine tarsienne médiale, une veine tarsienne latérale. Ces veines tarsiennes ne sont pas reconnaissables chez les équidés et chez l'homme. Chez le chien, chacune d'elles va à la racine crâniale de la veine saphène correspondante. Enfin, la veine dorsale du pied se continue par la veine tibiale crâniale. Sur la face plantaire, chaque doigt possède deux veines digitales propres plantaires, l'une axiale et l'autre abaxiale, disposées comme leurs homologues de la main. Seuls, les côtés abaxiaux des doigts extrêmes en sont dépourvus. Les veines digitales propres plantaires se joignent entre doigts adjacents pour donner les veines digitales communes plantaires, qui s'unissent dès leur origine à leurs homologues dorsales par les veines interdigitales et aboutissent en principe, à la partie distale du métatarse, à l'arcade plantaire superficielle. Bien visible chez les carnivores, cette arcade est absente chez les ruminants et les équidés, où les veines digitales communes plantaires transfèrent plus ou moins leur sang vers le réseau plantaire profond et deviennent vestigiales dans le métatarse. Les veines métatarsiennes plantaires sont faibles, voire incomplètes ou absentes chez les carnivores. Elles prennent origine sur l'arcade plantaire superficielle, s'unissent de façon variable aux veines dorsales par les rameaux perforants distaux et proximaux, et aboutissent à l'arcade plantaire profonde. Les veines saphènes drainent alors directement les arcades plantaires superficielles et profondes. Le sang qui provient du pied est, comme on l'a vu, drainé en quasi-totalité par les veines superficielles de la jambe, qui sont toujours au nombre de deux. Les veines saphènes, une médiale et l'autre latérale, pourvues de multiples anastomoses entre elles, et avec les veines profondes. Chacune des veines saphènes possède deux racines, une crâniale et l'autre caudale. Pour les deux veines, les racines crâniales sont absentes chez les ruminants et les équidés. Les veines profondes du membre pelvien ne reçoivent, comme on l'a vu, qu'une petite partie du sang du pied. Aussi sont-elles faibles dans la région distale de la jambe. Elles sont rapidement grossies plus haut par des affluents musculaires et ostéo-articulaires, puis par l'apport des veines superficielles, de sorte qu'elles deviennent très volumineuses, dans la cuisse et la région iliaque. Sauf rares exceptions, elles sont exactement satellites des artères, ce qui rend inutile une description détaillée de leur rapport. Ce sont les veines tibiales, crâniales et caudales, qui confluent pour former la veine poplitée. Les veines profondes du membre pelvien ne reçoivent, comme on l'a vu, qu'une petite partie du sang du pied. Aussi sont-elles faibles dans la région distale de la jambe. Elles sont rapidement grossies plus haut par des affluents musculaires et ostéo-articulaires, puis par l'apport des veines superficielles, de sorte qu'elles deviennent très volumineuses, dans la cuisse et la région iliaque. Sauf rares exceptions, elles sont exactement satellites des artères, ce qui rend inutile une description détaillée de leur rapport. Ce sont les veines tibiales, crâniales et caudales, qui confluent pour former la veine poplitée. La veine poplitée se continue par la veine fémorale. L'embouchure de la veine caudale distale de la cuisse marque la limite entre les deux vaisseaux. Les veines de la cuisse ont pour collecteur axial la veine fémorale, à laquelle aboutissent, outre les veines profondes, qui reproduisent la disposition des artères, les deux veines saphènes décrites plus haut. La veine fémorale est toujours volumineuse et simple.
Elle fait suite à la poplitée et accompagne l'artère homonyme dans le canal fémoral, au niveau duquel elle se continue par la veine iliaque externe. Elle reçoit, chez les carnivores, les veines descendantes au genou, saphène médial, circonflexe latéral de la cuisse et la circonflexe iliaque superficielle. L'affluent le plus volumineux marque, chez les mammifères domestiques, la limite entre la veine fémorale et la veine iliaque externe. Il s'agit de la veine profonde de la cuisse, qui sera décrite plus loin, avec la veine iliaque externe. La veine iliaque externe est un très volumineux vaisseau, qui fait suite à la veine fémorale. Son mode de terminaison varie avec les espèces. La veine iliaque externe reçoit en plus de la veine profonde de la cuisse et de la veine pudendo-épigastrique des affluents différents selon les espèces. La veine abdominale caudale chez les carnivores, les veines obturatrices et iliaco-fémorales chez les équidés, utérines ou du conduit déférent chez les équidés et le lapin, et enfin ilio-lombaire chez le lapin. La veine iliaque commune est un vaisseau volumineux mais bref, qui résulte de la confluence des veines iliaques externes et internes, et constitue l'une des racines de la veine cave caudale. Sa partie initiale est placée dorsocaudalement à l'artère iliaque externe, entre celle-ci et l'artère iliaque interne. Dans la veine iliaque commune s'ouvrent, de façon variable avec l'espèce, les veines circonflexes iliaques profondes chez les ongulés, et parfois le chien, iliolombaire chez le lapin, testiculaire, ou ovarique chez les ruminants et la dernière, voire l'avant-dernière veine lombaire. La veine iliaque interne est grêle quand elle est comparée à son homologue externe. Elle reproduit les mêmes divisions que l'artère et possède deux racines. La première est la veine glutéale caudale, qui draine les veines des parois du bassin et une partie de la queue. La deuxième est la veine honteuse interne, qui draine les veines du périnée et des viscères. C'est ainsi que s'achève le cours de veines. Le prochain cours sera consacré au système lymphatique des mammifères domestiques. Salam.